Welcome everyone. Welcome to the Bienvenue à tous. Bienvenue dans l'émission. C'est votre hôte, Danny Haifong, et je suis accompagné de deux très chers amis de l'émission. Nous avons le professeur Mohamed Marandi de Téhéran et nous avons Pepe Escobar, tous deux ici pour parler des derniers développements de la guerre. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir rejoint aujourd'hui. Thank you so much, gentlemen, for joining me today. Merci. Avec plaisir. Eh bien, entrons directement dans le vif du sujet, messieurs. Il y a d'importantes évolutions dans ce conflit. L'Iran agit de manière très stratégique, incroyablement stratégique dans sa riposte, en frappant une base de la CIA, en touchant plusieurs systèmes de défense antimissiles THAAD aux Émirats arabes unis, notamment institués dans le pays. D'après les dernières 24 heures, je crois qu'il n'en existe que 11 dans le monde. Mais je voulais vous demander, professeur Marandi, si vous pouviez replacer cette riposte dans le contexte de ce qui se passe également en Iran, et comment vous pensez que la situation évolue en ce moment, sachant que la situation, je le sais, est assez dangereuse dans le pays, mais aussi que la riposte de l'Iran a été particulièrement violente, ce que beaucoup ont remarqué. Eh bien, ironiquement, la guerre l'a fait. Et l'Iran, malgré les bombardements et les massacres, les bombardements d'écoles et d'hôpitaux, et le bombardement de l'IRIB, la radio et télévision nationale iranienne, j'y suis allé avant-hier soir. D'habitude, je ne passe pas à la télévision iranienne, mais à cause de la guerre, j'ai dit j'irai. Je n'ai rien contre, mais je ne veux simplement pas être une figure publique en Iran. Je fais déjà assez à l'étranger. Mais j'y suis donc allé avant-hier soir, et quand je suis arrivé au studio, parce que j'y étais allé quelques années auparavant, il était détruit. Ils m'ont dit non, il faut aller dans un autre bâtiment. Alors je suis allé dans un autre bâtiment, et j'ai fait cette interview jusqu'à minuit. Puis je suis parti, et 1 heure plus tard, ils ont de nouveau bombardé l'Iribi. Donc vous voyez, ils ont bombardé la radio et la télévision iranienne. On n'en entend pas parler dans les médias occidentaux. Ils ont bombardé des immeubles d'habitation, rasé des maisons, et c'est assez stupéfiant. Mais à part cela, et la criminalité du régime Epstein, on voit des gens très unis. Je suis sûr que vous avez vu des images de cela, mais je les publie sur mon compte Telegram. Chaque soir, nous avons des rassemblements à travers le pays, dans différentes villes. À Téhéran, il n'y a pas un seul grand rassemblement. Ils se réunissent dans différentes parties de la ville, comme dans une vingtaine de places différentes. Et chacun d'eux compte, je ne sais pas, pas des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de personnes, selon les cas. D'énormes foules. Il y a donc des millions de personnes dans les rues de Téhéran. Même si beaucoup sont partis parce que le gouvernement a fermé les écoles après avoir massacré les petites filles de l'école primaire. Ils ont fermé toutes les écoles et universités et ont demandé aux gens de partir s'ils n'avaient pas de travail à faire à Téhéran. Mais les gens sont toujours dans les rues. Et vous pouvez les voir dans certaines des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne télé Telegram. Les gens dans les rues scandent des slogans et on peut voir les défenses antiaériennes fonctionner parce qu'ils sont sous attaque de missiles. Et les gens ne bougent pas, ils ne partiront pas, ils ne fuient pas. Des hommes et des femmes, d'immenses foules dans différents quartiers de la ville. Je n'aurais jamais cru voir une chose pareille de ma vie. L'atmosphère à Téhéran est donc très défiante. Les gens sont unis. En fait, j'ai raconté une anecdote dans l'émission du juge à propos de 3 de mes propres étudiants. Enfin, pas exactement les miens. Ce sont des étudiants de ma faculté. Certains d'entre eux, je ne les ai jamais eus en cours. Mais apparemment, d'après ce qu'ils disaient, ils ont participé aux émeutes que nous avons eues en janvier. Pas avec des couteaux, des armes ou des fusils.
simplement certains des jeunes qui étaient avec eux et qui n'étaient pas assez naïfs pour croire à la propagande diffusée par les médias persanophones occidentaux, financés par les services de renseignement occidentaux. Ces 3 personnes m'ont contacté, et 2 d'entre elles étaient très émues. Elles me demandaient « Comment pouvons-nous aider? Comment pouvons-nous réparer ce que nous avons fait ?» C'était en fait très touchant de parler avec 2 d'entre elles. Et cela montre simplement que ce que Trump, Netanyahou et ses régimes barbares ont fait, c'est enseigner à la jeune génération en Iran ce que nous n'avons pas pu leur enseigner, parce qu'ils n'ont pas été témoins de la révolution. Ils n'ont pas connu le Shah, la SAVAK, sa police secrète, la brutalité, les massacres dans les rues de Téhéran pendant la révolution. Ils n'ont pas connu la guerre de Saddam Hussein soutenue par les États-Unis. Ils n'ont pas connu les armes chimiques. Ils n'ont pas vu ces choses. Alors maintenant, ils découvrent de leurs propres yeux ce que sont réellement les États-Unis, ce qu'est le régime de Washington, ce qu'est l'Empire, ce qu'est cet empire du mal, ce qu'est réellement ce régime Epstein. Et cela a uni le peuple d'une manière que même la guerre des 12 jours n'avait pas réussi. C'est tout simplement différent. Comme je te l'ai dit, les scènes dans les rues de Téhéran, tu as vu certaines images des frappes aériennes féroces, ces gens sont des barbares malades, ces Américains et ces sionistes, qui détruisent des quartiers entiers. Mais tu vois les gens dans les rues, et quand ils aperçoivent les défenses solaires, ils ne bougent pas. Ils disent « Nous sommes prêts au martyre ». Ils scandent des slogans contre les États-Unis. Je pense que si quelqu'un se demande encore pourquoi les gens scandent « Mort à l'Amérique » lors de ces cérémonies en Iran, se le demande-t-il encore? La République islamique d'Iran est aujourd'hui plus forte qu'elle ne l'était, bien plus forte qu'il y a une semaine. Et l'ayatollah Khamenei, qui a toujours été populaire, et Pépé est allé en Iran, l'ayatollah Khamenei est une figure populaire. Les gouvernements se succèdent. Certains deviennent populaires, puis impopulaires, puis à nouveau populaires. Mais lui a toujours été populaire. Oui, il a ses opposants. Certains le méprisent, d'autres sont indifférents, mais il reste populaire. Et lorsqu'il a été pris pour cible, son image est devenue encore plus grande aux yeux de tous les différents secteurs de la société. Il a refusé de quitter sa maison et son bureau parce qu'il a dit que beaucoup de gens souffraient et n'avaient nulle part où aller. Et comme ils n'ont nulle part où aller, il a dit « Je ne vais nulle part ». Il était très propre. Aucun de ses enfants n'a d'entreprise, pas même une petite boutique, non pas parce qu'il est contre le commerce, mais parce qu'il dit que puisqu'ils sont liés à lui, ils ne devraient pas faire de commerce. Ils sont donc tous instruits. Ils enseignent soit à l'université. Son gendre, qui a été martyrisé, enseignait à l'université Tarbiat Modares, près de l'université de Téhéran, non loin de l'endroit où j'enseigne. Ces enfants sont tous très instruits. Ils enseignent soit dans des séminaires, soit dans des universités. C'était aussi quelqu'un qui avait été emprisonné plusieurs fois sous le règne du Shah et torturé. Puis, après la Révolution, il était le plus jeune parmi les dirigeants. Quand la guerre a commencé, il est immédiatement parti au front, même s'il n'avait jamais tenu une arme auparavant, ni eu de formation. Il a appris à se battre sur les fronts de guerre. Plus tard, il est devenu président. Il a survécu à une tentative d'assassinat. C'est pourquoi son bras droit est paralysé. Pendant les derniers mois de la guerre, lorsque les États-Unis sont entrés dans la bataille aux côtés de Saddam, les Américains ont commencé à bombarder. Ils ont abattu un avion de ligne iranien, tuant 290 personnes. Ils ont détruit plusieurs navires de guerre iraniens, anéanti des installations pétrolières et tué de nombreux Iraniens. Ainsi, la guerre avec Saddam Hussein est devenue instable. Il s'est rendu au front en tant que président, et je l'y ai vu. Il était évidemment une cible, mais il n'avait aucune peur.
C'est un intellectuel qui parle 4 langues, qui est fluent dans 4 langues, et c'est un érudit de la littérature persane. Sa connaissance de la littérature persane est immense. Quand il parle le persan, Ridhabmabh. C'est parfait. Parfait. Il parle avec éloquence. Son arabe, ainsi que sa connaissance de la culture et de la littérature arabe sont immenses. Son père est azéri, et il parle couramment l'azéri. Khamenei est un azéri iranien. Il était un ami proche du poète azéri le plus célèbre des derniers siècles, Shahryar. Il connaissait aussi l'anglais, il lisait des romans en anglais, dont, je crois, son préféré, Les Misérables, de Hugo, ce qui, à mon avis, reflète en partie sa personnalité, car il a toujours été du genre à dire, comme lorsqu'il a refusé de quitter sa maison, « Je reste ici », même si tout le monde savait qu'il serait la première cible. Il a donc toujours souligné, sous différentes administrations, qu'elles soient de gauche, de droite, libérales ou autres, que nous devons prendre soin des marginalisés, des classes défavorisées, des opprimés, de ceux qui ont été laissés pour compte. Au fil des années, nous avons connu des gouvernements aux visions du monde très différentes, mais il a toujours insisté sur ce point. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il tenait tant à ce que nous soutenions les Palestiniens et les Sud-Africains pendant la résistance contre l'apartheid. Il s'est rendu en Afrique australe en tant que président. Nelson Mandela, très peu de temps après sa libération, s'est rendu à Téhéran pour le rencontrer et l'a appelé son dirigeant. Il a également soutenu le Nicaragua, Cuba et le Venezuela, car il les considérait comme des peuples opprimés. C'était une personne unique. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme lui de toute ma vie. Personne ne s'en approche. C'était un homme extraordinaire. Mais en ce qui concerne l'armée, il a organisé l'État de telle manière que, même après sa mort, les forces armées travaillent jour et nuit. L'Iran tire des missiles et des drones sur les intérêts américains dans le Golfe Persique et sur le régime israélien, sans relâche. Et puisque les Américains sont incapables de détruire l'une de ces bases souterraines, ce qui, en soi, relevait du génie, toute l'idée de mettre en place un système de défense, de créer sa propre industrie et technologie de drones à une époque où le monde se concentrait encore sur les avions et ce genre de choses, était remarquable. Souvenez-vous, les Russes avaient besoin de l'aide de l'Iran. C'était donc sa politique, développer des missiles et les construire profondément sous terre. Et puisque le régime américain et le régime israélien ne peuvent détruire aucune de ces bases souterraines, ils s'en prennent à la population. Ils bombardent des écoles, des hôpitaux, des commissariats locaux, des centres culturels. Ils mènent des attaques en double frappe à travers la ville de Téhéran et dans d'autres villes. Un ami à moi se trouvait sur la place Ferdowsi, un endroit que je crois que Pépé a visité. La place Ferdowsi, au centre de Téhéran. Ils ont bombardé la place Ferdowsi. Mon ami était là. Il en a été témoin. Il ne l'a pas seulement entendu dire. Et puis, lorsque les gens se sont précipités pour aider et que les premiers secours tentaient de retrouver des personnes sous les décombres, ils ont frappé de nouveau. Ils ont fait la même chose dans différents quartiers de Téhéran. Un journaliste, qui je crois travaille pour Dropsite News, m'a dit lui-même qu'il s'était rendu sur l'une de ces places publiques, qu'il avait vu la dévastation sur place, et que les gens disaient qu'ils avaient fait la même chose là aussi. Ainsi, les Américains et les Israéliens cherchaient à se venger de la population parce qu'ils ne peuvent pas accéder à ces bases souterraines. Donc, au-delà de leur cruauté, au-delà de leur caractère médiéval, l'ingéniosité de cette structure militaire, à mon avis, est extraordinaire. Et le fait est que, malgré toutes les difficultés
et les sanctions de pression maximale. En ce moment en Iran, on ne voit pas de gens faire la queue pendant des heures pour du pain ou quoi que ce soit de ce genre. Ils avaient déjà constitué des réserves pour ce jour depuis longtemps. Donc, pour les prochains mois, il n'y aura pas de véritable crise, à moins que les Américains ne commencent à viser d'autres choses, ce qui n'est pas impossible. Mais je suis sûr qu'ils ont aussi des réponses à cela. L'essentiel, c'est que l'Iran est plus fort aujourd'hui. Certes, ils assassinent des gens, détruisent des infrastructures publiques, tuent des enfants, des hommes et des femmes. Et les médias occidentaux restent totalement indifférents. Ils se comportent comme des supporters de la guerre. Et cela montre qu'il n'y a pas de réelle différence entre les médias occidentaux. Bien que nous le sachions tous déjà à propos de Gaza, du Liban et du Yémen, il n'y a aucune différence entre CNN et Fox News ou entre The Guardian, The New York Times et Breitbart. Ils sont tous pareils. L'un est plus tapageur, un autre peut-être un peu plus sophistiqué ou subtil, mais ils sont tous les mêmes. Alors, ils déclenchent la guerre. Nous étions en train de négocier, comme la dernière fois, et ils déclenchent la guerre. Cela aussi, en Iran, a été un élément qui a renforcé l'unité nationale. Parce que même ceux qui étaient naïfs et pensaient qu'il serait peut-être possible de conclure un accord avec les Américains ont vu une fois de plus, comme il y a 8 ou 9 mois, que les Américains sont des menteurs, que les Américains sont trompeurs, qu'ils possèdent les pires qualités possibles, ces élites. Et donc, cela renforce la nation, chacun de ces éléments. Le fait que les médias occidentaux ne soient pas différents, le fait que l'Iran négociait et que l'autre partie a tenté de tromper l'Iran. Bien sûr, cette fois-ci, personne n'a été trompé. Nous nous attendions tous à une attaque. En fait, la veille de l'attaque, quelques amis et moi en parlions et nous avons tous dit que les chances que cela se produise cette nuit-là étaient très élevées. Ainsi tout cela, la marche de la famille Mubayatullah, le fait qu'ils aient commencé par le massacre d'enfants, tout comme lorsqu'ils ont abattu l'avion de ligne, ce qui, à mon avis, était intentionnel, et le bombardement de cette école était sans aucun doute intentionnel. Sans aucun doute. Vous pouvez trouver cette école sur Google Maps. Comment pourrait-il ne pas savoir où il bombarde? En tout cas, l'unité nationale aujourd'hui est bien plus forte. Elle l'a toujours été, mais maintenant, elle l'est encore davantage. Certaines de ces personnes, du moins d'après mon expérience personnelle et ce que quelques-uns de mes collègues ont dit, certains de ces jeunes qui se sont laissés entraîner dans ces émeutes ont vu leurs opinions évoluer. Ils se sont réveillés. Nous n'aurions jamais pu accomplir cela avec 100 ans de manuels scolaires, de professeurs de philosophie et de professeurs de sciences politiques. Nous n'aurions jamais pu les convaincre de changer d'avis. Mais Trump et Netanyahou, en l'espace de 24 heures, ont appris à ces enfants ce que nous avons appris quand nous étions jeunes, ce que nous avons vécu. Quand j'ai survécu à des attaques chimiques, je ne l'oublierai jamais. Ces enfants sont témoins de la véritable Amérique. Ils voient l'essence de l'Empire occidental, l'essence du sionisme, l'essence de la classe Epstein. Ils le ressentent. Quand on voit tous ces enfants morts ou ces familles hurlant sous les décombres, comme à Gaza, au Liban ou au Yémen, on le comprend d'une manière très différente. Et ainsi, les États-Unis, du moins pour les années à venir, ont montré aux jeunes Iraniens ce que cela signifie vraiment. Et espérons-le, d'ici à ce que la prochaine génération grandisse, l'Empire aura disparu. Oui. Eh bien, Pépé, je voulais avoir ta réaction à la riposte de l'Iran. Comment tu l'as perçue face à cette agression, compte tenu de tous les excellents arguments du professeur Marandi? Puis-je poser ma plus vieille question au monde, juste un petit peu à Mohammad?
Je veux être l'intervieweur pendant 10 minutes, si c'est d'accord. Allez-y. Go right ahead. Go. Allez-y. D'accord. Et ensuite, tu pourras me poser une question, mais je pense que nous devons obtenir de Mohammad, puisqu'il est sur le champ de bataille, sur le terrain, quelques précisions. Mohammad, j'ai 2 séries de questions, disons 3 ou 4 dans chaque. D'abord, est-ce que Téhéran est bombardé nuit et jour? Est-ce par vengeance, par dépit, par impuissance, par pure perversion? Parce qu'ils savent que la seule arme qu'ils ont peut-être maintenant, c'est d'intimider la population civile, étant donné qu'ils se font pilonner sur tous les fronts, d'Israël jusqu'à toutes les bases du Golfe. Et à ce sujet, le réseau de défense aérienne à Téhéran, tel que tu le vois, fonctionne-t-il correctement? Est-il moyen ou a-t-il été neutralisé? Voilà la première série. Que se passe-t-il réellement à Téhéran sur le terrain en ce moment, s'il te plaît? What's really happening in Tehran on the ground now, please? Non, les défenses aériennes ne sont pas désactivées. Mais l'armée de l'air des États-Unis, qui est bien plus importante que celle du régime israélien, combinée à celle du régime israélien, forme une force très puissante. Ainsi, de nombreuses unités de défense aérienne travaillent d'arrache-pied pour protéger le pays. Mais certaines frappes parviennent tout de même à passer. La plupart des attaques sont menées à l'aide de missiles. Ils sont tirés soit depuis des avions au-dessus de l'espace aérien koweïtien, saoudien, d'autres zones du Golfe Persique, ou encore de l'espace aérien irakien. Bien sûr, le gouvernement irakien s'y oppose, mais il ne peut rien y faire. Parfois, d'après ce que je comprends, ils pénètrent dans l'espace aérien iranien, où ils sont interceptés par la défense aérienne et les avions de chasse iraniens. C'est un champ de bataille très complexe, et les Américains disposent de nombreux avions. Je dirais que la principale amélioration des défenses iraniennes concerne la lutte contre les drones. Et en plus, le renseignement iranien s'est beaucoup amélioré. Nous n'avons plus du tout les sabotages que nous connaissions il y a 8 ou 9 mois, ce qui est très important. Les drones utilisés par les Américains et les Israéliens pour définir les cibles sont abattus très régulièrement. Et bien sûr, nous savons que 3 avions américains ont été abattus au-dessus du Koweït. Les Iraniens affirment les avoir abattus. Les Américains disent qu'il s'agissait d'un tir ami, ce qui, à mon avis, est encore pire d'une certaine manière, car si vous en venez à abattre vos propres avions, cela ne dit pas grand-chose de votre technologie. Mais non, ce n'est pas comme si les défenses aériennes s'étaient effondrées. Ce n'est pas le cas. Ils bombardent lourdement Téhéran. Parfois, ils frappent des cibles précises, mais souvent, ils touchent simplement des quartiers. Par exemple, l'hôpital Gandhi. Ils ont frappé cet hôpital et il a été évacué. C'est un hôpital privé, donc il n'a rien à voir avec le gouvernement. Ils ont aussi touché la clinique de Efiv, donc beaucoup de femmes qui voulaient avoir des enfants ne le pourront probablement plus maintenant. Le service des nourrissons a été particulièrement endommagé. Ils ont frappé de nombreux hôpitaux à travers le pays, ainsi que des commissariats. Quand ils bombardent la police, ils bombardent le quartier. Tu es déjà allé à Téhéran. Ce n'est pas comme s'il y avait des bâtiments isolés. Tout fait partie de la ville. Quand on frappe un endroit, les bâtiments autour sont endommagés ou s'effondrent, ou bien les bombes tombent tout près. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de détruire le tissu social de l'Iran. Ils veulent démolir ce tissu pour créer le chaos, et dans ce processus, ils mènent des frappes aériennes massives. Quand on voit ces quartiers, c'est l'enfer. Je dirais donc que c'est une combinaison, mais c'est surtout destiné à intimider. Je pense que la véritable raison derrière ces frappes aériennes contre des civils et des cibles civiles, c'est la frustration. Ils n'ont pas réussi à affaiblir les capacités de l'Iran en matière de missiles ou de drones. Ils ont aussi sous-estimé ses capacités. L'Iran possède de nombreuses villes souterraines de missiles dont ils n'ont pas connaissance.
Les Iraniens n'en utilisent pas la plupart. Ils utilisent les mêmes villes de missiles que lors de la guerre précédente, et les autres restent intactes. Les usines iraniennes de fabrication de missiles et de drones sont toutes souterraines. Donc, l'Iran continue de produire de nouveaux drones et de nouveaux missiles de différents types. Et les Américains ne peuvent rien y faire. Cela les met en colère. L'Iran a désormais réussi, comme vous le savez tous les deux, à affaiblir les défenses aériennes à la fois du régime israélien et de celle du Golfe Persique. Ils ont utilisé, pour l'essentiel, d'anciens missiles, presque exclusivement. Ces missiles ont été fabriqués il y a 20 ans. Les Iraniens les tirent donc pour vider les défenses aériennes, à la fois dans le Golfe Persique, mais surtout en Israël. Dans le Golfe Persique, ils ont utilisé pour la plupart de vieux drones, là encore, pour détruire et épuiser les défenses aériennes. Mais là-bas, ils le font de manière très efficace. Avec le temps, l'Iran peut utiliser moins de missiles pour obtenir davantage de résultats, et ils n'ont même pas encore eu recours à leurs technologies les plus récentes. Ils peuvent aussi utiliser moins de drones pour faire plus, et ils n'ont toujours pas utilisé leurs technologies les plus récentes. Et l'une des raisons qui montre la force de l'Iran, c'est le fait que les Américains ne peuvent rien faire concernant le détroit d'Ormuz. Trump avait dit qu'il allait envoyer la marine pour escorter les navires. Voyons-le faire. Il ne le peut pas. Tous ces navires couleraient. En réalité, si les frappes aériennes en Iran ont été moins efficaces dans tout le pays, c'est parce que les Américains doivent maintenir leurs avions et leurs navires de guerre à bonne distance. Ainsi, lorsque les avions arrivent, ils doivent se ravitailler en vol, puis frapper, puis repartir, se ravitailler à nouveau et enfin atterrir là où ils peuvent. Apparemment, beaucoup d'entre eux vont à Chypre. D'après ce que j'ai entendu, de nombreux avions ont quitté l'Arabie Saoudite et la Jordanie parce que les missiles iraniens les ont visés et ils ont été déplacés à Chypre. C'est de là qu'ils décollent pour tuer des femmes et des enfants. Passons maintenant au court deuxième segment, qui concerne Mostafa Khamenei. Il n'a pas encore été officiellement confirmé comme nouveau guide suprême. Mais s'il l'est, les meilleures informations dont je disposais au début de la semaine indiquaient qu'il était le favori, et aujourd'hui, il existe certaines confirmations indirectes selon lesquelles il aurait déjà été choisi. Si c'est le cas, donnez-nous votre analyse personnelle de Mojtaba, qui semble être extrêmement compétent, dur comme fer, et entretenir d'excellentes relations avec la direction du CGRI. À quoi peuvent s'attendre l'Iran, la Russie, le Golfe et le Sud global s'il devient réellement le nouveau guide suprême? Et juste pour compléter ce que tu nous as dit sur la situation sur le terrain à Téhéran et l'attaque apparemment indiscriminée contre les civils, qui semble être la nouvelle stratégie, surtout au cours des dernières 48 heures environ, on peut interpréter l'attaque initiale du premier jour contre l'école primaire de filles par le syndicat de l'abstinence comme un meurtre rituel. Cela correspond parfaitement à leur état d'esprit. C'était un acte d'intimidation dès le premier jour, destiné à plonger la société dans une convulsion totale, un acte d'une horreur inimaginable, qui bien sûr, comme nous le savons tous, n'a pas suscité un seul mot de condamnation de la part de l'OTAN ou de l'ensemble de l'Occident collectif. Alors peut-être qu'ils essaient d'appliquer la même méthodologie, disons-le ainsi, à la population civile de Téhéran et de quelques autres grandes villes. Merci Mohammad. Vous savez, le premier jour où je l'ai fait, je crois que j'ai tweeté. J'ai dit que ces meurtriers et violeurs de la classe Epstein, vous savez, bombardaient maintenant des filles, et que c'était à prévoir de la part de ces gens-là. Et tout comme je ne crois pas que l'abattage de l'avion iranien ait été un accident,
Nous avons eu 8 ans de guerre avec Saddam Hussein sans jamais abattre un avion par erreur. La seule fois où cela s'est produit, c'était avec l'avion ukrainien, ce qui fut tragique. Mais cette fois, c'était très différent. Les Américains n'étaient pas sous pression. L'avion iranien volait de Bandar Abbas à Dubaï, un vol très court, et il suivait son couloir aérien. Il était évident, comme en plein jour, ce qui se passait. Et les Américains voulaient que la guerre se termine. Ils bombardaient des installations iraniennes, et l'Iran n'avait pas les capacités navales pour vraiment riposter efficacement, car il était occupé avec l'Irak. Je crois donc que l'abattage de cet avion était intentionnel, d'autant plus que les États-Unis ne se sont jamais excusés. Et le vice-président américain de l'époque, Bush père, a déclaré « Je ne m'excuserai jamais pour quoi que ce soit que les Américains aient fait ». Mais en ce qui concerne le dirigeant, aucune annonce n'a encore été faite. Et je ne peux pas vraiment commenter des individus, car certaines personnes à l'étranger et certaines en Iran, pour une raison ou une autre, peu importe combien je répète que ce n'est pas vrai, sont d'autant plus convaincus que c'est vrai. Mais je ne fais pas partie du gouvernement, je ne fais pas partie de l'État. Et si je commente l'une de ces questions, cela pourrait amener les gens, les pousser dans la mauvaise direction. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une continuité. Le Conseil des experts, qui est un organe élu chargé de choisir et de révoquer le dirigeant conformément à la Constitution, votera pour quelqu'un comme l'ayatollah Khamenei, avec la même vision du monde. Et j'ajouterai ici que beaucoup de choses ont changé dans la politique iranienne. Beaucoup de choses ont changé. Bon nombre des différences qui existaient jusqu'à récemment n'existent plus. Les opinions sur les États-Unis et l'Occident sont désormais beaucoup plus similaires au sein de la classe politique et des personnes impliquées dans la vie politique qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Je ne veux pas mentionner de sites web, mais certains médias en Iran que je n'aime vraiment pas et qui ont été très pro-américains ces derniers jours sont maintenant devenus très critiques envers l'Occident. Je vois donc un nouvel éveil en Iran, comme les exemples anecdotiques que j'ai donnés plus tôt. Je pense que ce n'est pas seulement la jeunesse et les gens ordinaires, mais aussi les élites politiques. Ainsi, quelle que soit la personne qui deviendra dirigeant, je pense qu'elle poursuivra des politiques similaires à celles que nous avons déjà vues par le passé. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les États-Unis. D'autant plus que, comme je l'ai dit, ceux du camp plus, je ne sais même plus si je peux le formuler ainsi, mais du camp plus libéral en Iran, beaucoup d'entre eux ont changé de point de vue. Tu sais, quand tu vois réellement le massacre, quand tu les vois réellement viser des femmes et des enfants, quand tu les vois, le premier hôpital qu'ils ont frappé à Téhéran, c'était l'hôpital Gandhi, ironiquement. Oui, ces gens sont, le gouvernement indien, qui est tellement amoureux d'Israël. L'hôpital Gandhi est un hôpital privé. Et donc cela a changé la façon dont les gens perçoivent les choses. Certains de ces soi-disant Iraniens vivant à l'étranger, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, sont sur la liste de paie. Des dizaines de milliers d'Iraniens à l'étranger sont payés d'une manière ou d'une autre. Il y a 4000 Iraniens rien qu'en Albanie, dans une ferme à trolls, et ensuite des milliers d'autres dans d'autres fermes à trolls. Il y a des centaines de médias en langue persane, des chaînes de télévision, tous financés par des gouvernements occidentaux. Ils ne gagnent pas d'argent avec leurs studios coûteux, ni avec les satellites qui coûtent cher. Ce sont les gouvernements occidentaux qui paient. Ils ont du personnel, des gens, des sites web, des chaînes Telegram, des comptes Twitter. Et puis tu as toutes ces élites qui coopèrent avec des think tanks. Il y a probablement 10-20 000 soi-disant Iraniens sur la liste de paie. Et ces gens, à l'extérieur de l'Iran, ils dépeignent un Iran qui, tu es venu ici, donc ce n'est pas
je ne te dis pas ça à toi, je le dis au public. Ces gens dépeignent un Iran qui n'existe que dans leur imagination. C'est un Iran complètement différent. Il n'existe pas sur la planète Terre. Peu importe leurs efforts, on peut trouver en Iran des gens qui pensent comme eux, bien qu'ils soient de moins en moins nombreux. Mais ce n'est pas cela, l'Iran. Ce n'est qu'un petit segment de l'Iran. Comme nous l'avons vu lors de l'anniversaire de la Révolution, des millions de personnes sont descendues dans les rues de Téhéran, des dizaines de millions à travers le pays. Mais ces dernières nuits, c'est stupéfiant. Des millions de personnes sous la menace de la mort et de la destruction, et elles ne cèdent pas. Ainsi, quiconque accède au pouvoir dispose d'un mandat très fort et du soutien de la population iranienne. Et les Iraniens veulent une punition. Et ils vont punir les États-Unis. Et ce qu'ils font dans le Golfe Persique, quels que soient les torts qu'ils causent aux femmes et aux enfants iraniens, ce que l'Iran peut leur infliger là-bas est immense. En ce moment, les Iraniens commencent seulement à montrer de quoi ils sont capables. Ils ont fermé le détroit d'Ormuz, mais ils ne détruisent pas les navires. Ils ont gravement endommagé une dizaine, voire une quinzaine de pétroliers, environ 15, qui ont désobéi aux ordres et tenté de traverser le détroit d'Ormuz, et ils les ont frappés durement. Certains ont coulé. Mais la plupart des navires restent sur place, et les Iraniens attendent. Certaines installations dans le Golfe Persique sont en train d'être détruites, celles liées aux intérêts américains, quelle que soit la définition de ces derniers. Les hôtels qui accueillent les forces américaines sont des cibles. Les bases américaines reliées aux ports, ces ports où, en ce moment, de nombreuses forces américaines se trouvent dans des zones civiles. Ces ports civils sont des cibles. Aucune de ces dictatures arabes n'est en position de se plaindre. Ces dictatures familiales ont permis aux Américains d'installer des bases, de conspirer contre l'Iran et de lancer une guerre. Elles sont toutes complices. Elles ne peuvent pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Elles assassinent des femmes et des enfants iraniens. Donc le Qatar, qui est un proxy américain, n'a aucun droit de s'en plaindre. Le ministre qatari des Affaires étrangères, apparemment, j'ai entendu dire qu'il aurait déclaré « Nous ne resterons pas indifférents ». Si le Qatar tente quoi que ce soit contre l'Iran, ce sera la fin du Qatar. Il sera anéanti en un jour. Si l'Iran le souhaite, il peut détruire toutes ses installations pétrolières et gazières, et il faudrait des années pour les reconstruire. Et si l'Iran veut que tous les Américains partent, il lui suffit de détruire les usines de dessalement, et ce sera terminé. Ils peuvent aussi détruire les pétroliers. Si cela se produit, il n'y aura plus de pétrole à faire sortir du détroit d'Ormuz, et plus de pétroliers pour transporter ce pétrole ou ce gaz inexistant hors du détroit d'Ormuz. Donc en ce moment, les Iraniens disent aux Américains, « C'est à vous de décider. Nous ne voulions pas cette guerre. Nous voulons vivre et permettre aux gens de prospérer. Nous voulons que ce génocide à Gaza prenne fin, cet holocauste. Mais nous ne voulons pas provoquer une troisième guerre mondiale, et nous ne voulons pas faire s'effondrer l'économie mondiale. » Mais les Américains ne peuvent rien faire pour empêcher l'Iran si l'Iran décide de le faire. Trump vient de dire qu'il allait rouvrir le détroit d'Ormuz. Voyons le faire. Il ne peut pas. Voilà où nous en sommes. Et je pense que dans la situation actuelle, nous nous dirigeons vers quelque chose de bien plus dangereux. Mais encore une fois, vous le savez tous les deux, nous en avons déjà parlé, en personne et en ligne. Ce sont des choses que nous disons depuis des années. Je veux dire, quand Trump dit qu'il a été surpris que l'Iran frappe dans le Golfe Persique, eh bien, c'est un idiot. Et ses conseillers sont des idiots. C'était évident que cela allait arriver. Je l'ai dit dans l'émission de Danny, j'en suis sûr, plusieurs fois. En ce moment, il bombarde Téhéran. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre.
Non, je peux pas. Leur défense fonctionne. Donc, évidemment, les bombes vont exploser d'un moment à l'autre. Tu entends? Bref, c'était clair comme de l'eau de roche. Je veux dire, s'ils avaient regardé l'émission de Danny Haiphong, ils sauraient que les Iraniens ne vont pas rester les bras croisés et laisser les Américains détruire la société civile iranienne depuis des bases dans le Golfe Persique, pendant que la dictature qatari ou la dictature émiratie resterait là à profiter de la situation et à regarder ça sur CNN. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et j'ai déjà mis en garde à ce sujet. Certains de ces Qataris se sont même plaints de moi auprès du gouvernement iranien l'année dernière. Le Wall Street Journal a dit que lorsque Trump reviendrait au pouvoir, il envisagerait de bombarder l'Iran. Et j'ai écrit un tweet disant que s'il le faisait, ce serait une mauvaise chose. Parce que Santam est au Qatar, près de Doha, et que ce serait détruit. Et puis les Qataris étaient très contrariés, alors que je ne fais même pas partie du gouvernement. Donc certaines personnes, le ministère des Affaires étrangères, m'ont appelé et m'ont dit « Peux-tu supprimer le tweet ?» La seule fois de ma vie où j'ai supprimé un tweet, c'était à ce moment-là. Enfin, j'en ai peut-être supprimé quelques-uns avant, à cause de fautes de grammaire ou autres, à l'époque où on ne pouvait pas encore les modifier. Mais la seule fois où j'ai supprimé un tweet pour des raisons politiques, c'est quand le ministère des Affaires étrangères me l'a demandé. Le porte-parole est un ami, donc je l'ai fait, parce que c'est un ami, et c'est tout en gros. Mais je disais la vérité. Il était évident que cela arriverait. Et ensuite, quand les Américains ont bombardé l'Iran, la dernière fois, l'Iran a frappé Doha, exactement comme je l'avais dit. Et cette fois-ci, alors que les Américains mènent la guerre contre le peuple iranien avec toutes ses bases dans le Golfe Persique, qu'attendent-ils de l'Iran? Et pourquoi les Saoudiens, les Émiratis ou les Jordaniens devraient-ils se plaindre? Le plus écœurant dans tout cela, et cela ne reflète pas les peuples de la région, c'est de voir la Turquie, le régime, permettre que les bases américaines en Turquie soient utilisées contre nous, autoriser les avions AWACS à survoler l'espace aérien turc pour recueillir des données permettant aux États-Unis de nous bombarder, tout en transportant le pétrole du régime d'Aliyev vers Netanyahou, du pétrole à prix réduit. C'est ignoble. Cela montre simplement que l'AKP est une imposture. Ils devraient aller se concentrer sur le football, l'économie, la télévision et le cinéma, et arrêter de parler de la Palestine, car tout cela est faux. Tout cela n'a servi qu'à soigner leur propre image. Quand ils ont permis au Hamas d'y aller, c'était parce que les Américains le leur avaient demandé. Et les Israéliens, tout comme Doha, c'est la même chose avec Doha. Doha est un intermédiaire. Les Émirats aussi. Mais tous ces pays aident les États-Unis, certains plus, d'autres moins. Dans le Golfe Persique, ils sont tous engagés. La Jordanie est totalement engagée. Ils le sont tous. La Turquie est plus subtile, mais elle aide et coopère. Donc, en gros, c'est l'Iran contre tout l'Occident et ses régimes intermédiaires. Et quel est le péché de l'Iran? Deux choses. L'Iran veut être indépendant, et l'Iran ne peut pas accepter le génocide et le nettoyage ethnique en Palestine. Voilà pourquoi nous sommes si horribles. Voilà pourquoi nous sommes le régime du mal. Voilà pourquoi depuis 47 ans, ils nous diabolisent. Et une dernière remarque. Pauvre Danny, c'est son émission et il ne parle même pas. J'adore ça. I love it. Keep going. Bien sûr, Danny Haiphong. Allez. Une dernière remarque. Je fais cette émission sur Al-Mayadeen chaque semaine depuis quelques semaines. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais on m'y a un peu poussé, et je ne suis pas très doué pour ce genre d'exercice. Mais, la semaine dernière, enfin, je ne la fais plus à partir de cette semaine, à cause de la situation. Les choses ont changé, du moins jusqu'à la fin de la guerre, je suppose. Bref, vendredi dernier, j'ai fait une émission, un monologue,
sur la République islamique en perpétuel effondrement. Comment en Occident on prétend toujours que la République islamique d'Iran est sur le point de s'effondrer. J'ai fait quelques recherches, enfin surtout grâce à DeepSeek. En réalité, je n'ai pas vraiment fait les recherches moi-même. DeepSeek m'a fourni une grande partie des informations. Je viens de faire le rapprochement. Les gros titres du New York Times, du Washington Post, du Los Angeles Times, et ainsi de suite. Si vous prenez ces titres, ainsi que les phrases et passages clés des articles, et que vous les placez dans le New York Times ou le Washington Post d'aujourd'hui, vous ne verriez pas la différence. Chacun peut le vérifier par lui-même. Allez voir mon émission. Je les cite. La révolution échoue. Les jeunes, comme dans les années 1990, la fin des années 1990, je crois, les jeunes qui n'ont pas de souvenir de la révolution n'en veulent plus. Les années 1990, une seconde révolution se prépare. C'était à l'époque, et rien n'a changé. Alors chaque fois qu'ils disent que des gens manifestent, bien sûr c'est un régime malfaisant, impopulaire, qui abat des manifestants pacifiques dans les rues et tout ce non-sens, tous ces mensonges. Et beaucoup en Occident y croient, parce qu'ils ont été élevés avec ce récit mensonger. Mais quand ils agissent contre l'Iran, ils se heurtent à un mur. Pourquoi? Parce que la réalité est une chose, et leurs récits fabriqués en sont une autre. C'est un Iran alternatif, un Iran factice, leur Iran imaginaire, créé par ces Iraniens en exil, qui sont à leur solde. Et certains qui ne le sont pas, mais ont quitté l'Iran avec le Shah, ou avec les Moudjahidines du peuple. Ou, vous savez, je connais des Iraniens. Je veux dire, je connais pas mal d'Iraniens en Occident. Si vous parlez en faveur de l'Iran, cela ne vous aidera en rien à trouver un emploi ou à être embauché. Je veux dire, si quelqu'un comme moi allait aux États-Unis, on ne me laisserait même pas enseigner dans une classe de maternelle à cause de mes opinions politiques. Donc, évidemment, les gens sont aussi conditionnés à penser d'une certaine manière. Mais en tout cas, ces segments de la diaspora, si on peut les appeler ainsi, qui prônent la guerre, la mort et la destruction, n'ont rien à voir avec la réalité en Iran, ni avec l'opinion publique iranienne. Rien ne changera dans les médias occidentaux, car ils sont sous le contrôle de la classe Epstein. Tout comme Trump est sous le contrôle de la classe Epstein, les médias le sont aussi. C'est le récit dominant. Et quiconque pense le contraire est un imbécile. Gaza en était déjà la preuve suffisante. Et puis, en plus des médias occidentaux, il y a les médias arabes et régionaux. C'est la même chose, car ces despotes riches en pétrole et en gaz, les mandataires de l'Occident, possèdent chacun leur propre empire médiatique, que ce soit au Qatar ou ailleurs. Ce n'est pas seulement Al Jazeera, Al Arabiya ou Sky News Arabia. Ils disposent de toutes sortes de financements pour des sites web, des chaînes de télévision, ainsi que pour ces prédicateurs wahhabites et salafistes, leurs centres, et ainsi de suite. Ils font la même chose, diaboliser l'Iran, expliquer à tout le monde à quel point les Iraniens sont mauvais, à quel point les chiites sont mauvais. Ils n'ont cessé de dire aux Palestiniens à quel point les chiites sont mauvais. Et puis, l'empire médiatique en langue persane que l'Occident a créé. Chaque fois qu'ils disent ces choses, ils les traduisent en persan et les diffusent ensuite. Alors les Iraniens se diraient « Waouh, ils nous détestent, ils détestent les chiites, ils veulent notre mort. » Et puis si un Palestinien disait quelque chose sur l'Iran, comme certains l'ont fait, il se concentrerait là-dessus, et les Iraniens se demanderaient « Pourquoi aidons-nous les Palestiniens alors qu'ils veulent notre mort ?» Vous savez, parce que certaines de ces personnes sont des takfiris, salafistes, wahhabites, takfiris. J'en connais certains. Ils ont des chaînes de télévision. Je connais des gens qui ont des chaînes de télévision à Londres. Ce sont des takfiris. Mais l'ayatollah Khamenei, lui, s'en moquait. Il ne permettait pas que ce genre de choses change sa vision ou celle de ses partisans
à l'égard du peuple palestinien. Il disait qu'ils sont opprimés, qu'ils subissent un nettoyage ethnique et que nous devons les soutenir. Et cela en dit long d'ailleurs sur les Iraniens en général, ceux qui soutiennent la cause palestinienne, car on leur répète jour et nuit que les Palestiniens les détestent, que les Arabes les détestent, et ainsi de suite. Mais une grande partie de cela n'est pas vrai. Beaucoup de choses sont exagérées, et c'est bien là l'objectif, diviser pour mieux régner. Et ce n'est pas comme si, enfin, en ce moment, on ne voyait pas à quel point il bénéficie d'un large soutien dans toute la région, et de ce que les gens disent de lui, des intellectuels, des sunnites, des chiites, des chrétiens, des juifs, etc. Mais le fait est que ces régimes, ainsi que ceux qui sont à leur solde, comme les médias occidentaux, ont tout fait pour créer des divisions. Malgré cela, l'Iran, la République islamique d'Iran, est resté ferme dans son soutien au peuple palestinien. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Si tu es toujours là, Danny, tu peux participer à la conversation. Oui, non, je suis toujours là. C'est une analyse incroyable, professeur Marandi et Pepe. Des questions incroyables, merci beaucoup de les avoir posées. Vous savez, ma seule question, si Pepe veut se joindre. Peut-être qu'on devrait simplement reprendre l'émission et l'appeler le show Pep Mohammad et te retirer de la chaîne YouTube. Et cela fonctionnerait parce que vos noms figurent tous dans le titre. Donc cela aurait parfaitement du sens. Ce serait convaincant. Non. Mais Pepe, si tu voulais intervenir ici, ta réaction à, tu sais, j'ai mentionné seulement quelques-uns des développements au début de l'émission. L'Iran frappant la station de la CIA à Riyad. Ils ont touché ce radar absolument crucial au Qatar. Le Qatar est en train d'arrêter son commerce de gaz maintenant. Il y a eu tellement d'évolutions liées à la riposte de l'Iran. Je voulais te demander, qu'en penses-tu? Et peut-être peux-tu aider le public à comprendre à quel point c'est vaste. Parce que maintenant, nous avons aussi le Hezbollah qui est de retour. Je ne pense pas que nous l'ayons mentionné. Peut-être que le professeur Marandi, toi, l'a fait plus tôt dans l'émission. Mais il y a tellement d'éléments dans tout cela. Alors, Pepe, si tu pouvais aider le public à comprendre. Oui, j'étais en train de rédiger une très longue chronique avant notre conversation. Donc il va être au milieu de la nuit ici en Asie du Sud-Est, en essayant d'assembler tous ces éléments imbriqués pour donner une vue d'ensemble de la façon dont cette stratégie de mosaïque décentralisée, qui est le terme officiel iranien pour ce qu'ils font, évolue et à quel point elle est d'une sophistication immense. Dès le début, à partir d'aujourd'hui, avec le fait que la contre-attaque au coup de décapitation a commencé seulement une demi-heure après la frappe, et elle a été implacable. Elle était multivectorielle, simultanée à travers tout le spectre, visant les intérêts israéliens et américains dans tout le Golfe. Et cela continue. Peut-être que ces dernières 24 heures, les Iraniens lancent moins de missiles. Peu importe. Et comme Mohammad le disait à juste titre, ce sont les anciens modèles. Ils ont donc encore beaucoup de vieux missiles à tirer, car ils n'ont même pas encore commencé à utiliser les nouveaux, ni ceux dont nous ignorons l'existence. Cela viendra à la prochaine étape, quand nous serons confrontés à la crise des intercepteurs, surtout après 4 ou 5 jours, vers le début de la semaine prochaine. À ce moment-là, nous serons en plein enfer de la crise des intercepteurs pour Israël et pour les États-Unis. Mais le calendrier de l'escalade, la manière dont tout cela a été planifié, cela se préparait évidemment depuis des mois. Bien sûr, cela a évidemment commencé avant la guerre de 12 jours, mais ils ont tiré des leçons de leurs erreurs pendant cette guerre. Ils ne répètent pas ces erreurs après la guerre de 12 jours. Et bien sûr, maintenant,
Ils ont cet élément supplémentaire, je dirais, dans l'ensemble du tableau, à savoir des renseignements directs, des données satellites et des informations de premier ordre en temps réel provenant de la Russie et de la Chine. Il n'est pas nécessaire que cela soit annoncé par quiconque dans ce triangle stratégique. C'est là et cela fonctionne. Et évidemment, tout le monde le sait, considérant, par exemple, que Mohammad s'est rendu à Moscou de nombreuses fois. Nous nous sommes même rencontrés à Moscou à plusieurs reprises. Et nous savons comment fonctionne l'interaction au plus haut niveau entre le ministère russe de la Défense et le ministère iranien de la Défense, et comment ils s'entraident. Et par exemple, il y a certains éléments d'une justice presque poétique qu'ils ont découverts dans certaines des tonalités utilisées sur le champ de bataille actuel, qui sont théoriquement des shaheds. Mais il s'agit en quelque sorte de versions améliorées des shaheds que les Russes ont achetées, puis ont commencé à fabriquer en Russie sous le nom de géraniums, en utilisant des dispositifs allemands dans les géraniums et maintenant dans les shaheds en Iran. C'est absolument fascinant. C'est un va-et-vient technologique, ce qui implique que la relation stratégique en matière d'échange de technologies de pointe est très avancée. Et certaines de ces choses ne sont découvertes que plus tard, après coup. En fait, le commentaire portait sur le dispositif de brouillage des drones iraniens Shahed. Je vois donc que nous avançons maintenant sur deux voies parallèles, et c'est très très dangereux parce qu'elles ne se croiseront pas. Ce sont deux voies parallèles qui courent vers, eh bien, vous savez, la ligne d'arrivée, qui n'en est pas vraiment une. C'est juste une ligne d'arrivée pour les prochaines semaines. L'Iran peut-il tenir encore quelques jours, jusqu'à ce que le soutien des intercepteurs soit pleinement opérationnel du côté israélien et du côté américain? Ensuite, ils pourront passer à l'étape suivante, qui consiste à anéantir totalement toutes ces bases, cellules de la CIA et installations américaines à travers le Golfe, celles qui n'ont pas encore été détruites. Et bien sûr, s'en prendre à Israël, sans aucune retenue, avec leurs missiles hypersoniques de dernière génération. C'est une chose. L'autre voie parallèle, c'est que si les Américains constatent qu'ils entrent dans un enfer d'intercepteurs et que cela va devenir la prochaine phase de la guerre, ils peuvent faire ce qu'ils font déjà, comme Mohammad nous l'a expliqué il y a quelques minutes, bombarder des cibles civiles à Téhéran et dans d'autres grandes villes, puis lancer une attaque de type syndrome de Gaza. Une grande partie de l'Iran, par impuissance, par vengeance, par perversion totale et parce qu'ils pensent pouvoir s'en tirer, ce qui est encore pire. C'est donc extrêmement dangereux. Et c'est là que nous en sommes pour les 5 prochains jours cruciaux, disons, d'ici une semaine. Est-ce que cela va changer le monde? Tout ce qui se cache derrière la stratégie de mosaïque décentralisée et la stratégie iranienne, qui consiste essentiellement en une mort par 1000 coupures contre les États-Unis et contre Israël en même temps, non, cela ne va pas changer. Donc, si nous suivons la conclusion logique de ces deux trajectoires parallèles qui avancent à toute allure des deux côtés, sans jamais se rencontrer, c'est vraiment une guerre existentielle. C'est une guerre à la vie et à la mort, surtout pour l'Iran. Et bien sûr, l'Iran représente désormais tout le Sud global. C'est ma thèse personnelle. C'est une guerre non seulement contre l'Iran, mais aussi contre les 3 principaux membres des BRICS, l'Iran, la Russie et la Chine, contre les BRICS dans leur ensemble, contre les partenaires des BRICS et contre le Sud global dans son ensemble. Cela signifie qu'elle vise 88%, 89% de la population mondiale. C'est pourquoi cette guerre va définir la géopolitique pour le reste du siècle. Et ce n'est absolument pas une exagération. Ce sont les faits aujourd'hui. L'Iran est en première ligne. Ce que je trouve particulièrement émouvant, et ce n'est pas du tout exagéré, c'est que nous devons cela à 3 choses.
à des martyrs chiites, en réalité. Nous le devons au général Soleimani, à Sayed Nasrallah et à l'Ayatollah Khamenei. C'est la triade qui a été martyrisée, qui a été tuée par l'empire du chaos et par ce culte de la mort en Asie de l'Ouest. Et maintenant, l'islam chiite, avec son dirigeant, le chef de plus de 300 millions de chiites à travers le monde, a été tué par cet empire génocidaire. Et bien sûr, leur porte-avions en Asie de l'Ouest défend l'ensemble du Sud global, ce que beaucoup de soi-disant gauchistes, au-delà de toute stupeur, et complètement endoctrinés à travers l'Occident, de la France et de l'Allemagne jusqu'au Brésil d'ailleurs, ne comprennent toujours pas. Ils ne le peuvent pas, car ils ont été totalement conditionnés. C'est pourquoi nous vivons le moment décisif du XXIe siècle, sur le plan géopolitique. C'est aussi clair que possible. Cela ne pourrait pas être plus clair. Et nous espérons tous que l'Iran ne sera pas détruit, ce que l'empire du chaos et le culte de la mort en Asie occidentale n'hésiteraient même pas à faire. Si l'Iran est détruit, alors le reste du siècle, en termes de véritable liberté pour l'ensemble du Sud global, est perdu. En ce moment, ces gens ont déjà réussi à faire exploser les BRICS de l'intérieur, à saboter l'OCS de l'intérieur. L'OCS vient de publier un communiqué absolument ridicule il y a un jour ou deux. Ce sont aujourd'hui deux organisations estropiées, à moitié mortes, qui avancent en titubant. Une grande partie du Sud global est trop furieuse pour organiser la moindre réaction. Les États-Unis, eh bien, ils étaient déjà enterrés à 2 mètres sous terre. Maintenant, c'est à 4 mètres. Et ils ne ressusciteront pas. Il n'y aura donc pas de retour des morts vivants de l'ONU. C'est donc terrible. La seule chose que nous voyons, le seul aperçu d'une possible lumière au bout de ce tunnel très sombre, c'est cette série d'appels téléphoniques que Vladimir Poutine a eu plus tôt cette semaine avec toutes les personnes importantes du Golfe Persique. En réalité, c'est eux qui l'ont appelé. Ils lui ont demandé « Faites quelque chose. Pouvez-vous être le médiateur ?» J'étais à Moscou la semaine dernière avant la guerre, malheureusement. J'ai quitté Moscou, incroyable, 3 jours avant la guerre. Et je suis passé de tous les endroits possibles par Oman. J'étais à Oman 2 jours avant la guerre. Bien sûr, il y avait toutes sortes de rumeurs dans le monde entier, mais nous ne nous attendions jamais à cela. Mohammad disait que vendredi à Téhéran, il s'attendait à ce que cela puisse se produire entre vendredi et samedi. Jeudi à Oman, les gens disaient non, nous allons avoir la prochaine réunion, la réunion indirecte, lundi. Et ils discutaient encore. Il y avait une possibilité d'accord. Pauvres Omanais. Très gracieux, bien sûr, mais pauvres Omanais. Alors, au moins, beaucoup de choses sont désormais absolument claires. La mort du droit international, la mort de l'ONU, la mort de toute possibilité de médiation, de négociation ou de diplomatie avec l'empire du chaos, du pillage et des frappes permanentes. S'ils ne vous aiment pas, ils vous tuent. Voilà ce que c'est désormais. La mafiosisation totale de la présidence américaine, dirigée par un mafieux mégalomane formé par un conseiller du sénateur McCarthyiste, Joseph McCarthy. Cela vous dit tout sur Trump. Qui a appris à Trump à être ce qu'il est aujourd'hui? Il l'a appris d'un McCarthyiste. Voilà, c'est une réponse très simple. Donc il doit se comporter comme un patron ou un aspirant Tony Soprano, tel qu'il est maintenant. C'est ce qu'il est vraiment. Nous ne devrions pas être étonnés par tout cela. Ce qui devrait nous étonner, c'est que la souveraineté des États-Unis soit elle aussi enterrée à 6 pieds sous terre depuis le début de cette guerre. C'est une guerre menée par une présidence mafieuse, obéissant essentiellement aux ordres d'un criminel de guerre génocidaire. Et lorsque nous aurons, au XXIe siècle, des historiens indépendants du Sud global qui écriront l'histoire de ce siècle, c'est cela qui sera consigné.
And this was the final moral. Et c'était là le dernier principe moral, sans parler de l'effondrement géopolitique, géoéconomique et ainsi de suite, de la soi-disant civilisation occidentale. D'ailleurs, à la conférence sur la sécurité de Munich, le petit clone pathétique Marco Rubio l'a décrite ainsi. Oui, nous sommes les héritiers de la civilisation occidentale, les héritiers de vous, Européens, et maintenant nous allons recoloniser le Sud global. Et vous, Européens, vous devez être avec nous. Vous allez retrouver tout le clinquant historique que vous aviez autrefois, grâce à nous, les Américains. Au moins maintenant, tout est clair. So at least now everything is clear. The enormous tragedy of all that is that L'énorme tragédie de tout cela, c'est qu'il est évident, à travers une autre guerre complètement absurde, meurtrière et incroyablement perverse, qui a commencé par une frappe de décapitation contre le dirigeant d'une nation souveraine et le massacre de 160 ou 170 fillettes dans une école primaire. Un meurtre rituel commis par une bande de pervers qui vénèrent leur dieu de merde, avec leur livre de merde, que personne ne supporte. Au moins, c'est clair pour nous tous, tu sais. Et ce que nous vivons ces jours-ci, du moins, c'est bon. Voyons si l'Iran, avec sa stratégie en mosaïque décentralisée, est capable d'opposer une résistance suffisante pour renverser la situation et donner une leçon à cette bande de pervers. Ouais, c'est du solide. Vous êtes d'accord pour encore 10 minutes? Vous avez le temps, Pepe et Mohamed, professeur Mahdi? Oui, je veux entendre Mohamed. Absolument. Je dois partir dans 10 minutes parce que je dois aller à l'émission de Piers Morgan, à mon grand regret. Au fait, je ne sais pas si vous entendez à nouveau les bombes exploser. Je l'ai entendu, celle. Ouais, enfin bref. Mais oui, je peux rester encore quelques minutes. D'accord, très bien. Eh bien, je suppose que ma dernière question. Tu vas encore parler avec ce connard, Mohamed? De toute façon, je voulais pas. Mais bon. Mas, Je vous remercie pour votre patience et votre sagesse. Tu es très gentil. eh bien, je suppose que vous savez ma dernière question pour vous deux. Les États-Unis, bien sûr, ne tiennent pas ce genre de discours. Ils affirment, vous savez, que l'administration Trump prétend avoir tout anéanti. Nous avons même vu Israël et les États-Unis publier des vidéos montrant essentiellement des bombardements de ce qui semble être des leurs, des hélicoptères et des avions peints au sol, et présenter cela comme une sorte d'exploit majeur. Mais bien sûr, l'Iran est touché. Et maintenant, il parle, professeur Mahdi, d'une possible insurrection kurde, d'un soulèvement qu'il voudrait provoquer dans le pays pour contribuer à l'objectif global, semble-t-il, d'un changement de régime. Que pensez-vous de cela et de l'arrogance générale des États-Unis en ce moment? Eh bien, tout d'abord, un petit rappel. Si l'on remonte de quelques mois à la guerre de 7 semaines contre le Yémen, chaque jour, on nous disait qu'ils étaient en train d'anéantir les forces d'Ansarullah, ou les Houthis, comme ils aiment les appeler, et qu'ils les dévastaient. Et je pense que Pepe en sait un rayon là-dessus. Il était sur place. On nous disait que c'était terminé, et puis soudain, après 7 semaines, Trump est apparu à la télévision et a déclaré « Ils ont capitulé, nous avons gagné, c'est fini », et il est parti. Et il s'est avéré que c'était exactement le contraire. C'est le Yémen qui a gagné. Malgré le fait, bien sûr, que le régime Trump a massacré de nombreuses personnes innocentes. Nous nous souvenons de ces messages sur, je crois, Signal, où il disait que ce type, leur chef des missiles, était entré dans un bâtiment pour voir sa petite amie. Enfin, manifestement, il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Il n'y a eu aucun chef de missile tué. Il n'y a eu aucune avancée. Ils ont simplement détruit tout un immeuble résidentiel, massacrant tout le monde sur la base de faux renseignements. Mais ils ont perdu la guerre. Donc, je ne prendrai rien de ce qu'ils disent au sérieux.
Le régime Trump est toujours en train de gagner, et il gagne sur tous les fronts, sur absolument tout dans le monde. Alors, quand il parle de victoire contre l'Iran, il faut la mettre à côté de toutes leurs autres victoires, et elle a à peu près le même degré de crédibilité. Ils ont gagné la guerre commerciale, ils ont gagné au Yémen, ils gagnent toujours. Très bien qu'ils continuent à le dire. Mais la réalité sur le terrain, c'est qu'aucun baril de pétrole ne quitte le golfe Persique tant que les Iraniens ne l'autorisent pas. Et Trump a dit qu'il allait ouvrir le golfe Persique, qu'il allait ouvrir le détroit d'Ormuz. Voyons le faire. C'est là que l'Iran tient Trump à la gorge. L'ensemble du golfe Persique. Quiconque en sait un peu à son sujet sait que c'est l'un des endroits les plus sensibles de la planète. Il n'est pas très large et il regorge d'installations pétrolières et gazières. Si vous atterrissez dans n'importe quel aéroport du golfe Persique, vous survolez des installations pétrolières et gazières ainsi que des pétroliers. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence il y a quelques jours, quand les Iraniens ont touché un pétrolier avec un missile. Le missile passait à côté de tous ces autres pétroliers. Ces autres pétroliers obéissaient aux ordres. Celui qui a été touché écoutait les Américains. Ainsi, les Iraniens peuvent tout arrêter et les Américains ne peuvent rien y faire. Si les Iraniens frappent les usines de dessalement, tout le monde devra partir immédiatement, aller en Jordanie ou ailleurs. S'ils détruisent les installations pétrolières et gazières, plus rien ne sortira du golfe Persique. S'ils détruisent ces installations, alors c'en est fini. Et ils peuvent faire la même chose avec l'Azerbaïdjan. Donc, Trump devrait être très prudent. Je veux dire, il peut se vanter autant qu'il veut, mais les Iraniens sont déterminés. La culture iranienne, leur idéologie religieuse et leur loyauté envers l'ayatollah Khamenei les ont rendus extrêmement résolus. Nous sommes bombardés en ce moment même, mais nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas intimidés. Et nous n'allons pas abandonner le peuple palestinien, pas plus que nous n'allons abandonner les Cubains. Et ici, juste avant de partir, je veux rappeler à tout le monde qu'alors que cette guerre se poursuit, ils affament le peuple cubain. Ils ont pris en otage le peuple du Venezuela. Ce sont donc des jours sombres, comme l'a dit Pepe, des jours très sombres. Mais ils ne vaincront pas la République islamique d'Iran. Et comme l'a dit le général Soleimani, comme Pepe l'a évoqué, nous sommes la nation de l'imam Hussein. Il n'existe donc pas de reddition pour nous. Quoi qu'il en soit, j'espère. Eh bien, plus tard, je reviendrai écouter Pepe, car je dois partir maintenant et m'enregistrer pour leur programme qui est en cours d'enregistrement. Mais j'écouterai Pepe plus tard, ainsi que ce que tu as à dire. J'espère simplement que ton public restera actif et priera pour le peuple iranien, pour la résistance, pour les Palestiniens et pour les Libanais qui sont eux aussi frappés. On massacre les Libanais parce que le Hezbollah combat le régime israélien. Si les gens peuvent boycotter les produits américains ou occidentaux, s'ils peuvent sensibiliser à ce qui se passe à Cuba, dans notre région, en Palestine, à Gaza, au Liban, je suis absolument certain qu'il y aura de la lumière au bout du tunnel. Que des gens comme moi soient là pour le voir ou non n'a aucune importance. Alors, au revoir pour l'instant. Au revoir, professeur Marandi. C'était un plaisir d'être avec vous. Nous resterons en contact, sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci, Mohamed. Que Dieu te bénisse. Merci, Pep. Très bien. Oui, Pepe, nous n'avons pas besoin de rester beaucoup plus longtemps. Je veux simplement entendre tes remarques finales sur tout ce que nous n'avons pas encore abordé à ce sujet. Je dois y aller aussi. Désolé pour ça. Pas de problème. Pepe, as-tu un dernier commentaire que tu aimerais partager? Non, je pense que ce que je voulais dire, je l'ai dit il y a quelques minutes. C'est une leçon pour nous tous dans le sud global et pour vous tous dans le nord global qui avez un esprit critique et des idées
qui pensaient et agissaient comme de véritables êtres humains. Donc je suppose que cela représente la majorité de la planète. Soyons optimistes, vous savez. Notre avenir est en train de se décider maintenant. Oui, c'est le cas. Ainsi que l'avenir géopolitique de toute la planète. Rien ne pourrait être plus grave que ce qui se passe en ce moment. Oui, je veux simplement remercier tout le monde. Merci beaucoup, Pepe. Nous allons partir ensemble. Je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé, ainsi que tous ceux qui ont envoyé des super chats que j'affiche à l'écran en ce moment. Je veux aussi m'assurer que vous sachiez que le travail de Pepe se trouve sur X et sur Telegram. Les liens sont dans la description de la vidéo. Il y a également des liens pour soutenir cette chaîne. Sans plus attendre, tout le monde, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permettra de faire continuer l'émission, pour ainsi dire. Je reviendrai demain avec des amis de Pepe et moi. Nous aurons Larry Johnson et le colonel Lawrence Wilkerson pour poursuivre les mises à jour quotidiennes. Pepe, c'était un plaisir d'être avec toi. Nous allons partir ensemble. Prenez soin de vous, tout le monde. Merci beaucoup, Dave, et merci à vous tous, notre public. Merci, et n'oubliez pas, la lutte continue. C'est vrai. Très bien, tout le monde. À demain, midi, heure de la côte Est. Au revoir. See you tomorrow, 12 noon Eastern Time.